Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La situation sécuritaire, c'est le sujet que nous allons aborder dans le grand dialogue de ce mardi. Comme vous le savez, cela fait des mois que nous assistons à la recrudescence de l'insécurité dans différentes localités, aussi bien au nord qu'au centre et au sud du pays. Des efforts sont certes déployés pour faire face à la situation, mais a-t-elle réellement évolué? Dans certaines localités, les habitants se plaignent. Ils ont l'impression d'être laissés pour compte. Comment comprendre cela? Quelle stratégie envisager pour mieux sécuriser le Mali au moment où l'on assiste à l'instauration d'une certaine confiance entre les parties impliquées dans le processus de paix? Ces questionnements et bien d'autres, nous allons les partager avec nos invités qui sont Baba Dakono, analyste, Cheikh Atebile Doumbia du Centre d'analyse politique et économique et Cheikh Amadou Djouara, journaliste et reporter de guerre. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. L'insécurité dans certaines localités du Mali, on en parle toujours, cela s'explique. Les attaques continuent toujours. L'axe Tombouctou-Goundam reste un axe dangereux vu le nombre d'attaques qu'il a enregistré. Samedi, tout près, la ville de Ber a enregistré une attaque avec un mort comme bilan. Le même jour, à Djougani, une localité située dans la région de Mopti, un maire adjoint a été assassiné. Là-bas, c'est toujours la psychose. La semaine écoulée, un ancien député élu à Goundam interpellait l'État. Il évoquait la nécessité de renforcer les moyens donc de l'armée. Pas plus tard que ce matin, un convoi a été attaqué par des individus non identifiés dans la région de Gao. Alors, c'est dans la commune de Doro, précisément. Le nombre de morts se situe entre 6 et 10. Ça perdure, cette situation d'insécurité au Mali. Qu'en dites-vous? Alors, nous donnons la parole tout d'abord à Baba Dakono, analyste. Ok, merci déjà. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette épineuse question sécuritaire au Mali. Je pense que vous avez bien planté le décor en soulignant la situation qui se traduit aujourd'hui par la multiplication des attaques terroristes ou criminelles tant au nord, au centre qu'au sud du pays. C'est très très important et c'est révélateur aujourd'hui de la situation précaire de la sécurité qui prévaut dans le pays aujourd'hui. Vous le disiez dans l'introduction, c'est que la stratégie, quelle stratégie il faut aujourd'hui? Avant d'arriver à cette question de stratégie, il est important quand même de rappeler que, parce que quand on parle sécurité aujourd'hui, la plupart des acteurs ou des personnes interrogées évoquent tout de suite la question d'équipement, la question de moyens. Oui, c'est très très important et c'est essentiel. Et la question d'hommes aussi, c'est ça. Oui, c'est la question d'hommes, mais surtout dans le cas d'espèce de l'insécurité face à laquelle se trouve confronté aujourd'hui le Mali, c'est le renseignement. Et qui dit renseignement aujourd'hui, ça repose sur l'établissement d'une relation confiante entre les populations et les institutions de sécurité. Et je pense que quelle que soit la stratégie aujourd'hui, qu'on ne connaît pas si elle existe, elle doit quand même prendre en compte ce facteur parce qu'on est quand même dans un pays où le contexte a été longtemps caractérisé par une sorte de méfiance entre ces populations et les institutions de sécurité. Donc la stratégie, quelle qu'elle soit, doit prendre en compte le rétablissement de la confiance pour que le renseignement soit au cœur de cette stratégie et seul le renseignement peut permettre une lutte efficace face à la menace actuelle qui prévaut au Mali. Alors, la recrudescence de l'insécurité donc demeure une réalité. Alors, que faut-il faire, Cheikh Atebile Doumbia du Centre d'analyse politique et économique? Ok, merci beaucoup, M. Fomba. Bonsoir à tous nos auditeurs. Je crois que vous avez, comme vous avez dit tout à l'heure, d'un côté, nous assistons à une sorte des calamités de renaissance de confiance entre les acteurs. De l'autre côté, on assiste à une insécurité. Ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de distinguer la nature de l'insécurité. L'instauration de la confiance que vous avez parlé tout à l'heure, c'est entre les acteurs du processus de paix. Or, ceux-là qui sont derrière les différentes attaques que nous connaissons aujourd'hui sont totalement des groupes terroristes, des groupes criminels. Et donc, la façon de venir à bout de leurs actions
comme M. Dakou nous l'a dit tout à l'heure, il y a la question du renseignement, mais aussi également et surtout la question de réorganisation de nos forces. Et cette réorganisation, parce que c'est une guerre structurelle, il faut adapter notre force de sécurité à cette nouvelle menace-là. Sinon, dire qu'on va être au bout des genres d'insécurité comme ça, je ne pense pas. Il faut s'inscrire dans la durée, il faut s'inscrire en termes d'organisation, en termes de renseignement, et également en termes de moyens, comme l'a dit certains de nos auditeurs. Cheikh Amadou Douara, journaliste et reporter de guerre. En fait, moi, je pense que comme il l'a dit, c'est clair que ça, c'est la base de toutes les stratégies pour faire face à cette situation. Nous sommes dans une situation très complexe. On est dans une guerre asymétrique. Comme il l'a dit aussi, il faut identifier déjà dans quelle sorte de guerre on est, à quelle sorte de protagonistes nous avons à faire. Le renseignement est le plus essentiel. Parce que c'est pas une guerre classique où il y a deux camps qui s'affrontent. Donc le problème c'est qu'on ne sait jamais d'où vient le danger. Donc seul le renseignement peut aider à faire face. On a vu des grandes puissances comme le Nigeria qui a aussi une puissante armée, même si elle a essuyé plusieurs échecs et tout ça. Et je pense que cela démontre effectivement de l'inefficacité du système de renseignement. Et je pense que nous avons tous assisté la débâcle spectaculaire de l'armée malienne et de tout le système en 2014 suite aux événements qui ont suivi la visite du Premier ministre en son temps. Je pense que ce qui a constitué l'essentiel de cet échec, c'était surtout sur le côté du renseignement. Alors, on ne sait jamais d'où vient les dangers, disait donc Youssouf Cheikh Amadou Douara, journaliste, reporter de guerre. Dites à présent, certaines localités ont connu des attaques à répétition et dans d'autres localités, la situation reste normale. Mais dites, est-ce qu'il y a aujourd'hui des endroits au Mali dont on peut dire qu'ils sont à l'abri? La question s'adresse en premier lieu à Baba Dakounou. Je pense que quand on fait le tour des réseaux sociaux, des forats de discussion sur le Mali, cette question de où est-on en sécurité au Mali revient toujours et on constate amèrement, bien sûr, que en fait on est en sécurité nulle part. Mais il va sans dire qu'il y a quand même des localités qui sont, vous l'avez rappelé, victimes à répétition de ces attaques terroristes ou criminelles, parce que souvent il faut quand même faire la distinction. Mais ce qu'on voit, c'est que ces attaques interviennent soit à la veille de discussions stratégiques, parce que les acteurs sur le terrain ont besoin souvent de réaffirmer leur position, ou pour certains acteurs de rappeler, écoutez, nous sommes là, même si vous ne voulez pas nous prendre en compte, nous sommes là et nous avons une grande capacité à nuire. Et il y a aussi les enjeux parce que la présence des acteurs, que ce soit des Nations Unies, que ce soit d'autres partenaires sécuritaires qui accompagnent aujourd'hui le Mali, ne plaît pas à tout le monde sur le terrain. Il y avait des gens qui ont développé depuis 2003 leur présence au nord du Mali et entretiennent des activités illicites et ont besoin de garantir en fait le trajet par lequel passe aujourd'hui ou est exploitée cette activité illicite. Donc on a d'un côté ces personnes qui souvent, pour des intérêts liés aux activités illicites qu'elles exercent, font des attaques à répétition. Vous avez tout de suite parlé de Ber, et il faut signaler que Ber, c'est quand même, Ber, un long moment, a été considéré comme l'épicentre de cette crise malienne. Et en termes de stratégie, Ber, par rapport à Tombouctou, par rapport à Gao, présente une localité stratégique en termes d'approvisionnement, si vous voulez, principalement du marché de Tombouctou. À titre d'exemple, pour dire l'enjeu économique que représente par exemple Ber, et maîtriser aujourd'hui Ber pour les acteurs armés non étatiques présents dans la zone est un enjeu crucial pour ces personnes. Au-delà de ça, par exemple, on sait que pendant la période de crue ou pendant les périodes où les routes praticables dans cette partie du Mali se comptent sur le bout des doigts, il existe certains tracés que tout le monde veut pouvoir maîtriser. Donc il y a quand même des attaques qui sont liées à ces enjeux, mais aussi dans le terrorisme, il y a ce qu'ils appellent le lien bénéfice-risque,
parce qu'ils prennent des risques pour faire des attaques par rapport à un bénéfice qui est attendu. Le bénéfice, c'est le nombre de victimes qu'ils vont faire, c'est le tapage médiatique qui va avoir lieu autour de cette attaque qu'ils vont faire, donc qui les pousse à cibler des localités comme au centre du pays, pour faire des actes qui sont souvent désespérés, mais qui rappellent à tous les acteurs qui sont là et qui entretiennent une véritable capacité de nuisance. Ok, Monsieur Fumba, tout à l'heure nous essayons de faire une identification de la nature des différentes attaques, sinon des auteurs des différentes attaques. Monsieur Dakou nous parlait tout à l'heure de celles qui essayent d'influencer sur le processus de paix en cours. Mais à côté de ça, je peux dire que la nature des attaques, les lieux des attaques pour ces gens-là peuvent être identifiés. Mais bien avant aujourd'hui, nous avions indexé le Nord comme étant l'épicentre de ces attaques-là. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les groupes terroristes, ceux qui sont inscrits dans la logique terroriste, et là pour eux, il faut être clair, il n'y a vraiment pas une zone aujourd'hui qui peut être à l'abri de l'attaque de ces gens-là. Ils peuvent attaquer au nord, comme ils peuvent attaquer à Messeli, comme ils peuvent attaquer également dans la région de Caille aujourd'hui. Et tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de renforcer le renseignement. Sinon, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'une zone peut être à l'abri des attaques terroristes. Je dis bien des attaques terroristes. Mais en revanche, pour ce qui concerne d'autres attaques, ceux qui veulent faire entendre leur voix dans le processus de paix, ou ceux qui et les autres groupes, les protagonistes des accords de paix, là, on peut quand même cibler, sinon avoir une idée sur la zone qui peut faire l'objet d'attaques. Mais pour ce qui concerne les terroristes, à mon avis, le terrorisme n'a pas de frontières et n'a vraiment pas de limite. Il faut être prêt à avoir leur coup partout. Cheikh Amadou Diouara. Où est-ce qu'on est à l'abri? Nulle part. Nulle part. Moi, je pense que c'est ce qui fait le caractère asymétrique de cette guerre. Et le problème, c'est que, bon, déjà, par rapport à la localisation des foyers de tension, où est-ce que les attaques se font le plus. Moi, je pense que ce qui s'est passé ce matin n'est pas une attaque de plus, mais c'est une attaque qui vient changer des donnes. En ce que je sache, depuis 2012, c'est la première fois qu'il y a une attaque sur la nationale 16 qui cible des civils. Là, les civils étaient directement visés et ils ont été ciblés, tirés à bout portant. Pendant que, bon, nous savons qu'il y a 2 soldats qui ont été blessés. Il y a quand même une dizaine de civils qui ont été tués à peu près. Alors, cette voie, ce taxe de 2012 à aujourd'hui, il y a eu souvent des incidents malheureux, des véhicules qui sont passés sur des mines, qui ont occasionné, qui ont blessé ou tué quelques civils, mais jamais n'a été l'objet d'une attaque ciblant des civils. Et aujourd'hui, j'imagine un peu les populations de Gao qui devraient avoir vraiment la peur au ventre, parce que sur cette voie, vous avez au moins entre une dizaine et une quinzaine de bus de plus de 50 places qui rentrent et sortent tous les jours de Gao. Et c'est ce qui relie Gao, en fait tout le reste de la partie septentrionale du pays à partir de Gao au reste du Mali à partir de Sévaré. Donc cette attaque, je pense que ça nous amène vraiment à passer un nouveau cap dans cette situation d'insécurité qui concerne tout le monde aujourd'hui. De tout le temps, nous avons eu des attaques ciblées sur les convois de militaires, sur les convois des Nations Unies, etc., mais qui visent qui ciblent vraiment des civils. C'est la première fois. Alors, vous voulez réagir? Oui, juste réagir un peu par rapport à ce que... parce que c'est super important ce qu'il veut dire, mais je pense qu'il faut quand même mettre en lien ce qui vient de se passer à Gao avec la situation sur le transport axe Bamako-Gao, parce qu'il y a quand même un bras de fer aujourd'hui entre les populations, notamment les jeunes, les compagnies de transport, qui fait que la plupart des voyageurs utilisent en fait le genre de convoi qui a été attaqué aujourd'hui, qui est un convoi de ravitaillement en fait en carburant. Donc comme il y a ce clash entre les transporteurs et les populations, on emprunte beaucoup ces ravitaillements. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait une vision large de cette question pour voir les mécanismes que les populations sont en train de développer qui présentent en fait des risques sécuritaires plus importants. Studio Tamani, 18h30, dans un instant, la suite de ces débats. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La situation sécuritaire, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mardi. Tout à l'heure, nous étions en train d'évoquer un aspect de ce problème. Alors, c'est le problème de moyens et la nécessité de renforcer le renseignement. Certes, sans être spécialiste, on sait que cela est bien important, mais la question qu'on se pose, puisqu'il s'agit quand même d'une lutte contre des terroristes, alors, on a quand même remarqué que dans des pays comme la France, où les renseignements quand même ne semblent pas être au même niveau que les nôtres, les attaques ont eu lieu et plus d'une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, M. Doumbia? Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même dans les pays où le renseignement est beaucoup plus développé, il y a des attaques là-bas. Aucun pays n'est à l'abri. La sécurité zéro n'existe nulle part. Et l'insécurité zéro. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les renseignements ici chez nous, moi je crois que les moyens modernes que nous avons, aussi peu développés soient-ils, on peut miser sur ces moyens, mais la véritable base de ce renseignement, ça peut être la population. La coopération avec les forces armées peut permettre de venir à bout de beaucoup de ces attaques-là. Donc, d'un côté, on va se miser sur les moyens modernes, et de l'autre côté, il faut qu'il y ait une forte coopération entre la population, entre la base et les forces de sécurité. Je crois que c'est à ce seul point-là qu'on peut quand même avoir un système de renseignement adapté à notre contexte. Alors, Cheikh Amadou Douara. Moi, je vais rejoindre encore M. Dakono par rapport à un aspect qu'il avait évoqué. Vous savez, le renseignement, comme on le dit, le renseignement, c'est une collaboration, c'est toute une chaîne de collaboration. Et pour que cela puisse marcher, il faut que des relations de confiance soient établies. Et malheureusement, cela est loin d'être gagné ici au Mali. Moi, je pense que le système des services de renseignement au Mali je pense qu'il est très en mal. Moi, je vous donne juste un exemple. Je me souviens pendant l'occupation en 2012, quand il y avait encore le Moujao. Et quand une fois je suis venu à Bamako et j'ai été interpellé par des forces de sécurité qui m'ont cuisiné pendant plusieurs heures enfin bref, donc ils m'ont posé plein de questions, etc. et tout ça. Quelques semaines après, je suis entre Gao et Ansongo. Je rencontre le chef du Moujao, qui était censé être le gouverneur de Gao, Abdelhakim El Sahraoui, qui me croise et qui m'interpelle tout de suite. Il me descend du véhicule et tout. Il me dit, bon, écoute, moi, ce que je vais te dire, c'est que moi, je t'apprécie beaucoup parce que je pense que tu fais ton travail très bien. Mais je vais te donner un conseil. J'ai l'impression que tu vas donner des renseignements pour les services de renseignement maliens. Parce que j'ai dit non. Il dit si, il y a 2 semaines, tu as dit ça et ça. Effectivement, je l'ai dit. Je l'ai dit, mais dans un interrogatoire. Il me dit, faites attention, vos services de renseignement auxquels vous faites confiance, tout ce que vous partez leur dire, demain nous on achète le PV. On a le moyen de nous en procurer. Donc, si moi j'étais un agent du renseignement, j'étais cuit ce jour. Et s'il n'y avait pas ce sentiment bizarre de m'avoir fait confiance, peut-être que c'était déjà fini. Donc, je pense que le système est très fragile et ça ne protège pas les collaborateurs. Et tant que dans un système de renseignement, les collaborateurs ne sont pas protégés, c'est raté. Baba Dakono. Oui, je pense que je ne vais pas revenir sur ce que Douara a excellemment dit tout de suite par rapport au renseignement. Je pense qu'on est unanime sur cette question. Mais il y a aussi, pour que cette lutte contre le terrorisme qui constitue pour nous la principale menace aujourd'hui soit efficace, il y a quand même une mise en cohérence et une coordination de tout ce qui se fait aujourd'hui en termes d'aide. Au début de mon propos, je l'ai rappelé, quand on demande tout de suite les gens, ils te disent oui, il faut les moyens, il faut les équipements. Et ce qui se fait aujourd'hui, oui, on peut avoir les moyens, on peut avoir les équipements. Et ce qu'on est en train de constater, les partenaires du Mali sont dans cette logique, mais sans coordination et sans que le Mali ait une véritable ligne directrice par rapport à tout ça, ça va être compliqué. Je prends un exemple simple. On peut avoir des gens qui vont nous donner des équipements ultra modernes, mais on n'a pas les ressources humaines qu'il faut pour faire une utilisation efficiente de ces ressources technologiques. On va faire une utilisation à minima et ça ne va pas avoir le résultat qu'on veut, ou le contraire. On a des gens qui sont super formés dans l'utilisation, mais on n'a pas ces moyens derrière. Donc oui, il faut le renseignement, il faut
rétablir en fait, moi je pense que la première des missions aurait été de vraiment rétablir cette confiance entre les populations qui sont les premiers acteurs pour le renseignement, eux aussi, tracer une ligne et avoir une ligne claire en termes de là où on veut aller et obliger tous les partenaires à s'inscrire dans ce cadre pour qu'on ait une stratégie cohérente et efficiente. Chacun qui demande à réagir. Oui, deux mots sur, sur la confiance qu'on parle tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord qu'il faut qu'il y ait la confiance sur toute la chaîne de renseignement. Là, je suis d'accord. Mais ce qui a lieu de souligner, c'est que parfois, on n'a pas le choix. La population n'a pas le choix parce qu'il est question de la survie de cette population. Et donc, participer au renseignement, c'est une façon également de se sauver, de se sécuriser. Et donc, à cet instant précis, peu importe qu'on soit sécurisé ou non, qu'on soit protégé ou non par les forces de sécurité, si notre vie est en jeu, il va de soi qu'on prenne des dispositions nécessaires, qu'on fasse appel à ceux qui peuvent nous secourir et qui peuvent être là pour nous. Et donc, je suis d'accord qu'il y ait la confiance entre la base, sur toute la chaîne de commandement, sur toute la chaîne de renseignement, mais également, parfois, nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on coopère pour notre sécurité. D'accord. Oui, mais attention, pour que la coopération elle soit efficace, il faudrait qu'il y ait un cadre de confiance. Non seulement confiance en l'acteur, mais confiance que je n'aurai pas à périr parce que j'ai coopéré. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on dit rétablissement. Oui, ce que vous dites là, Doumbia, c'est vrai, normal. Ça peut être un moyen de communication avec les populations pour les amener à collaborer. On est d'accord, mais il faut qu'on soit également d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas cette relation confiante qui fait d'une part que les populations sentent systématiquement le besoin de partager un renseignement qui peut être utile avec les institutions de sécurité et que d'autre part, ils ne se sentent pas menacés en partageant cette information. La confiance, le mot est revenu dans les propos de nos invités plus d'une fois. La confiance, justement, c'est le thème du second volet de ce débat, mais la confiance à un autre niveau. La confiance qui s'est fait de plus en plus sentir entre les différents acteurs du processus de paix. Alors, peut-on aujourd'hui parler d'un nouveau départ qui pourrait avoir un impact sur la situation d'insécurité en général, en ce sens que les groupes armés et l'État, plus les forces étrangères, pourraient peut-être se donner la main pour faire face au phénomène. Cheikh Amadou Douara. Moi, je pense que il faut quand même qu'on dissocie un peu les problématiques liées à l'insécurité. Dans le processus de paix en cours, il y a des acteurs aujourd'hui qui font des attaques, qui ont perpétré ces attaques, qui ne sont pas membres de ce processus. Donc vous êtes clair, ils ne sont pas membres du processus. Évidemment, évidemment. Ils ne sont pas membres du processus. Quand bien même que parmi, c'est-à-dire dans le commando, il peut y avoir des agents doubles. Qui sont dans un système de mercenariat, qui sont utilisés par-ci, par-là, qui peuvent même être utilisés au compte de l'État malien ou de milices pro-maliens, etc. Et autres. Donc ça, c'est un détail très, très glissant. Mais je veux dire, ceux qui sont commanditaires de ces attaques ne sont pas membres, ne sont pas partie prenante du processus. Donc, ce n'est pas que le processus marche ou pas qui va mettre fin à leurs actions. Ils ont leur agenda. Au contraire, souvent, même l'aboutissement du processus peut les amener à poser des actes pour se faire entendre, comme Dako a eu à le dire. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment dissocier. Si c'est une attaque de la CEMA contre les FAMA ou contre des groupes pro-Bamako, etc., là, on peut le lier au processus. Mais là, je pense que c'est vraiment des situations. Oui, mais cette question, en fait, puisqu'on constate quand même que ces différentes parties prenantes, comment ça se comprend, CMA, plateforme, État, etc. Alors, la question est de savoir, est-ce que si ces différentes parties se donnaient la main, ça ne donne pas plus de chances pour pouvoir faire face de façon plus efficace à la situation de sécurité? C'est ça la question. Moi, je pense que d'abord, ce système, ce processus, il faut qu'on le reconnaisse très sincèrement, il est très fragile. Le temps que la confiance se mette en place, parce qu'après la confiance, il y a aussi la mise en œuvre de l'accord qui cause tout un tas de problèmes
que cela aussi se mette en place. Et tout ça pour maintenant venir concilier, se retrouver en un bloc et s'organiser pour faire face. Moi, je pense que ça, c'est vraiment sur du très long terme. Sur le court et le moyen terme, moi, je ne vois pas. C'est-à-dire que mon mal de pied est guéri, pas pour autant que ça finit mon paludisme. Voilà. Alors, Baba Dakono, est-ce que vous pensez que dans un avenir très proche, les différentes parties impliquées dans tout cela pourront ensemble envisager une stratégie pour faire face à l'insécurité? C'est faisable? Dans l'esprit de l'accord, je crois il y a des chapitres qui sont consacrés à justement cette synergie créée entre tous les acteurs pour faire face à l'insécurité. Mais du point de vue de l'histoire, sinon j'allais dire de la sociologie de ces communautés, il est très très difficile d'envisager ça dans un avenir proche. Et ce que vous dites là aurait été la première étape en fait de ce processus. Finalement, je crois que c'était l'esprit au début. Au cours du processus, on l'a vite abandonné, certainement pour des questions d'agenda, pour avoir un accord à l'arraché, comme on l'a vu. Et maintenant, on essaie de faire les étapes qui auraient dû précéder à la signature de cet accord-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il semble avoir un semblant de regain de confiance entre ces communautés, certainement pour un temps, parce que quand les intérêts, beaucoup de ces acteurs sont des acteurs intéressés. Quand les intérêts convergent, on va vers la même direction et ces intérêts, généralement, ne convergent pas tout le temps vers la même direction. Donc, il faut s'attendre à ce que quand le vent va tourner suivant les intérêts d'un groupe, cette belle union, c'est comme ce qu'on dit, le danger de union, quand on le met au pluriel, ça donne toujours des unions. Mais ce que je veux rappeler également, c'est que les acteurs armés aujourd'hui, quand on met en avant, ce sont les combattants dont on parle, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où presque toutes les communautés sont armées. Le chef de famille il est armé, son premier gosse il est armé, le lévère il est armé, tout le monde est armé aujourd'hui. Et je vois mal le processus aujourd'hui qui tarde à se mettre en œuvre. Vous voulez donc dire qu'il y a trop de risques? Il y a trop de risques aujourd'hui. Il y a trop de risques aujourd'hui avec la présence de toutes ces armes et qu'on ne parvient même pas. Parce que moi, je ne suis pas sûr que tous les acteurs soient aujourd'hui impliqués dans le processus. Chaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Oui, Monsieur Fomba, vous savez comment on le dit, la lutte unit mais le pouvoir divise. C'est à peu près ça. Ce qui se passe entre ces différentes communautés au nord, c'est peut-être salutaire, mais comme l'a dit Dakoun tout à l'heure, à mon avis, ça limite. Ça ne peut pas dépasser certaines étapes et il ne faut pas se tromper. Maintenant, dire que si le fait qu'aujourd'hui, il y a la confiance entre ces différents groupes armés et l'État malien, on peut venir à bout de l'insécurité qui prévaut actuellement. Je me dis qu'il faut d'abord contrôler la circulation des armes sur l'espace. Et là, pour ce faire, il faut qu'on procède au désarmement, au cantonnement des groupes armés. S'il y a moins d'armes en circulation, ça peut permettre tout de suite d'identifier les cibles avec lesquelles nous avons affaire. Mais tant qu'il y a ça, de l'autre côté, il y a de la mobilité avec les armes et du côté également de la plateforme, il y a des mobilités avec des armes. À mon avis, quelle que soit la confiance qui prévaut actuellement, on a parlé des patrouilles communs entre les forces de défense et de sécurité du Mali et ces groupes-là. Ça peut-être, oui, mais à mon avis, c'est très fragile. Il faut qu'on aille vers la légalité, il faut qu'on aille vers la régularité sur le terrain. C'est à ce seul prix qu'on peut quand même identifier la cible avec laquelle on a affaire. Moi, je voudrais quand même être très radical par rapport à ce point. Moi, je pense que la gestion de la sécurité, ce n'est pas vraiment de la plaisanterie. Des patrouilles mixtes entre l'armée malienne, tant que ces groupes demeurent, parce que moi, je pense que quand il y a un processus de paix qui aboutit à quelque chose, ces groupes doivent disparaître. Tant que ces groupes existent, eux-mêmes, qu'ils soient pro-maliens, je dis bien qu'ils soient pro-Bamako ou qu'ils soient contre, représentent des menaces pour la sécurité. Et même aujourd'hui, ces groupes, qu'ils soient contre ou pro-maliens, font aussi partie des causes de l'insécurité dans ce pays-là. Et ces groupes, si le processus aboutit, ils doivent disparaître. La suite de ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La situation sécuritaire, le thème du débat de ce mardi. Pour en parler, 3 invités: Baba Dakono, analyste; Siaka Chevle Doumbia du Centre d'analyse politique et économique; et Cheikh Amadou Diouara, journaliste et reporter de guerre. Alors, on était en train d'évoquer la confiance qui est nécessaire entre les différentes parties impliquées dans le processus, mais il ne faut pas qu'on l'oublie. La lutte est en cours. Il y a quand même eu des cas d'arrestation des bandits, d'auteurs de certains actes. Alors, est-ce que ce n'est pas le signe que les autorités obtiennent quand même quelquefois des résultats, Baba Dakono? Ces résultats, si on est d'accord que ce sont des résultats qui font avancer les choses, doivent être consolidés par, une fois que ces personnes sont arrêtées, que ces personnes soient remises à la justice et que la justice puisse faire un travail efficace à ce niveau, et que, au-delà même de la question de la justice, qu'on soit sûr qu'on a les moyens juridiques, notamment en termes de textes, qui répondent au type de menaces face auxquelles on se trouve aujourd'hui. Donc ces résultats, en fait, parce que l'impression partagée des populations aujourd'hui, c'est que les personnes sont arrêtées, ensuite libérées pour faire plaisir ou pour faire avancer ce processus de paix. Tant qu'on reste dans cette dynamique, ces résultats auront peu d'effet sur le résultat final cherché. Alors, Cheikh Doumbia? Oui, je me dis que ce sont des résultats qui, à mon avis, ne sont quand même pas à la hauteur de problème qui est posé actuellement. Vous savez, pour résoudre les problèmes d'insécurité, il faut aller vers la prévention. Ce n'est pas parce que ceux-ci ont commis des actes de banditisme de l'autre côté qu'on les a pris et que voilà, on a fait des résultats. Non, il faut poser des actes de prévention, quitte à prévenir les dangers. Ce n'est pas à réprimer les dangers uniquement. Ça fait partie, ça peut décourager, mais il faut mener des actes qui peuvent nous aider à prévenir ce genre de banditisme. Nous allons maintenant demander à Youssouf Diouara. Il ne s'est pas prononcé sur la question. Non, franchement, sur cette question, je préfère. Bon, écoutez, nous allons quand même aborder le troisième volet. C'est une question: comment mieux sécuriser donc les populations et les troupes engagées sur le terrain? Alors, première question, la situation d'insécurité, on le disait tout à l'heure, elle perdure. On le disait tantôt, donc, on se rappelle une commune attaquée à la veille de la Tabaski a réclamé en vain quand même, selon les habitants, un meilleur dispositif sécuritaire alors qu'elle était d'ailleurs à nouveau menacée. Je pense que vous comprenez de quelle commune il s'agit. Alors, ce genre de situation, ça peut frustrer, non, Baba Dakono? Absolument, absolument. Ça peut frustrer et ça remet, je crois, à l'ordre du jour cette question d'instruments de sécurité propres aux collectivités. Je pense qu'au-delà de la question de la rébellion armée ou des revendications indépendantistes, cette crise aurait été l'occasion pour le Mali de se poser les vraies questions avec tous les acteurs sur certaines questions, ce qu'on veut, comment on veut aller vers cette chose. Ça aurait été l'occasion de débat et je pense que nous, on estimait toujours que le caractère inclusif de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle pour parler inclusif de paix signé à Ouagadougou en mai 2013 était l'occasion pour les pouvoirs publics maliens d'organiser ce grand débat au-delà des communautés ou des groupes armés, de toutes les composantes de la société malienne pour qu'on discute de questions véritables sur le devenir du Mali, dont cette question de sécurité, comment assurer la sécurité de proximité. Je pense que la commune dont on parle n'est pas isolée par rapport à cette question. Nous avons des localités qui souvent ont besoin d'une intervention rapide, mais qui arrivent 72 heures, sinon une semaine après, parce qu'il n'y a pas de dispositif sécuritaire de proximité. Sauf, excusez, voilà, c'est bien. Cheikh Amadou Diouara. Moi, je pense qu'il faut déjà réviser la cartographie du dispositif sécuritaire. Je l'ai toujours dit, on était étonnés quand il y a eu la première attaque à Bamako, après à Sikasso et tout ça. Moi, je l'ai toujours dit depuis 2012, tout ce qui arrive à Gao, à Kidal peut arriver à Bamako ou à Kaye. Et quand Omar Ould disait on vient à Kolondieba et tout ça, on l'a pris pour un troubadour, mais pourtant c'est bien passé. Alors, moi, je veux juste dire que
comme il l'a dit, il y a des pays qui n'ont jamais connu la situation que nous avons connue. Ils ont quand même des polices de proximité, qui sont carrément, même s'ils peuvent travailler en collaboration, qui sont carrément autonomes, plus locales, et tout ça dont on a besoin aujourd'hui. Le problème de matériel, le problème de sous-équipement et surtout de sous-effectifs de l'armée, il est crucial. Je ne sais, moi je me demande souvent est-ce qu'on en est vraiment conscient. Quand le contingent togolais au temps de la MISMA a été débarqué ici en mars-avril 2013, ils sont arrivés et dans le dispatch qui s'est passé tout de suite, on les a attribués un territoire qui faisait 7 fois et demi le Togo. Donc qui partait, je pense, de 100 à Gossi. Donc, et lui, il n'est qu'une infirme, en fait, ce bataillon n'était qu'une infirme partie du Togo. Ils sont au Mali, on ne sent même pas qu'ils ne sont pas au Togo. Donc, juste pour voir comment c'est hallucinant. Et de même, quand les contingents rwandais arrivaient, pour voir qu'est-ce que fait le Rwanda, qu'est-ce que vaut le Rwanda, et voir ce grand territoire malien, et quand ils se rendaient compte de l'effectif de l'armée malienne, ils hallucinaient. Donc moi je me demande, aujourd'hui, quelle est vraiment la priorité de nos autorités? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Peut-être on ne savait pas qu'on était vraiment en sous-effectif, mais aujourd'hui que nous savons, parce que je pense que nous avons eu toutes les preuves quand même de savoir qu'on est mal formé, qu'on est mal équipé, qu'on est sous-équipé. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour essayer de combler ces trous? Quand même les habitants d'une commune interpellent les autorités, demandent donc du renfort, demandent à être protégés. Quand la protection n'arrive pas, c'est un problème, non, chez Akatieble Doumbia? Oui, c'est un problème, mais je crois que comme a touché tout à l'heure M. Diora, il y a quand même la question, quand je disais tout à l'heure qu'il faut réorganiser notre système de défense, c'est ce que je vais en venir, c'est qu'il y a quand même ce qu'on appelle la réaction prompte, la promptitude dans la réaction face au danger. Quand vous avez aujourd'hui, vous avez dans certaines communes où on n'a que 3, 4, 5 agents qui sont là, qui ne sont pas des agents pour combattre, mais qui sont des agents d'auxiliaire ou bien des agents qui sont sur la chaîne pour la liaison. Maintenant, est-ce que la commune est attaquée et là où les renforts devraient venir, combien de temps, avec quel équipement, l'organisation, tout ça, ça pose problème. Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience, M. Diora. Je fais partie de ceux qui disent qu'il y a une prise de conscience. La prise de conscience est là. Mais ce qui est encore davantage criant, c'est la gestion de peu de ressources que nous avons. Bien que les territoires soient suffisamment étendus pour les hommes que nous avons, mais il y a également la question, si vous prenez seulement un axe, vous avez un axe sur un point, vous avez 5 policiers ou 7 policiers. Au poste, à l'entrée de Mako, vous avez 7 ou bien 10 gendarmes qui sont tout de suite assis. Quelqu'un peut venir, il ouvre le feu et il peut s'évanouir tout de suite dans la nature alors que personne ne peut le poursuivre. Donc il y a quand même la gestion du peu de ressources que nous avons et la question de l'équipement également. Moi, en fait, effectivement, vous pouvez savoir qu'il y a une prise de conscience. Moi, je suis journaliste, je ne parle que de ce que je peux constater. Moi, je ne sais pas qu'il y a une prise de conscience, mais je ne sens pas qu'il y a une prise de conscience. Alors, vous ne partagez donc pas son optimisme? Non. Alors, cette question, à présent, si l'accord de paix tardait à être mis en œuvre, ne faut-il pas craindre l'émergence des groupes d'autodéfense? Donc, il y a vraiment forcément la nécessité que les choses s'accélèrent. La question à M. Dakono. Oui, au-delà de la question de l'accord de paix, les questions parce qu'on vient de constater tout de suite que, constat qui était là depuis bien avant, que la question d'insécurité a gagné tout le territoire. Donc les questions de groupes d'autodéfense, en fait, sont liées à l'évolution de cette question d'insécurité. Parce que oui, c'est très difficile aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'assister à une discussion entre certains acteurs où quand on demandait à l'acteur de poser l'arme, il dit non, je veux la garantie que tous les acteurs autour de moi n'ont pas d'armes et que vous allez assurer ma sécurité face à toute menace. Donc il faut qu'on aille vers l'établissement de ces conditions de sécurité tout en travaillant sur ces questions de désarmement. Mais la plus grande crainte aujourd'hui, c'est que la constitution de groupes d'autodéfense gagne
plus que les régions qui sont au nord du Mali aujourd'hui. Chaka Tchèble Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Un mot, je ne vais pas insister à ce que Diora puisse être d'accord avec moi, mais je vais juste lui faire quand même comprendre qu'avec la loi de programmation militaire qui a été votée, avec les différentes structures qui ont été mises en place, je me dis que la question quand même est au centre des priorités de l'exécutif. Bon, attendons les résultats, ce que ça va donner. Donc, je vais juste dire que la prise de conscience à ce niveau, elle est là. Mais attention, je veux juste réagir parce qu'il est important, il parle de loi de programmation militaire. Il est important de rappeler que cette loi de programmation militaire devrait reposer sur des préalables. D'abord une évaluation de l'existant, d'abord une définition de la stratégie nationale ou de la politique nationale en la matière, et la loi de programmation militaire ne pouvait venir qu'en troisième point. Comme pour l'accord, on remarque encore une fois que les choses se font au contraire. On fait une loi de programmation militaire qui d'ailleurs, quand elle est décortiquée, ne représente pas plus que ce qui est fait aujourd'hui. Et ensuite, après, on va penser à la stratégie nationale. Ça, c'était la parenthèse sur cette question de loi de programmation militaire. Oui, mais je pense qu'il y a quand même... Monsieur Doumbia, en deux mots, oui. Oui, en deux mots, je pense quand même qu'il y a une structure qui est là, une structure nationale, le comité chargé de réforme du secteur de la sécurité qui est là et qui se penche sur la question avec l'aide, bien entendu, des partenaires. Donc, pour ce qui concerne les préalables, à mon avis, ces préalables sont étudiés à ce niveau en tenant compte avec, bien sûr, la prise en compte de la loi de programmation militaire. Alors, je reviens donc à la question que je pose. Je pense qu'elle sera la dernière. Alors, c'est donc le retard. Si le retard est accusé, si la mise en œuvre de l'accord accuse quand même d'énormes retards, est-ce que cela ne va pas favoriser l'émergence de nouveaux groupes d'autodéfense? Ce qui est attendu, le plus grand risque auquel nous aurons à faire face, ça va être peut-être l'application de l'accord. Ça va rencontrer beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. Eh bien, si l'application prend du retard, comme vous l'avez dit tout à l'heure, non seulement entre les différents groupes et l'État du Mali, ça peut créer des frustrations entre eux, mais également d'autres groupes peuvent voir le jour au-delà des groupes que nous connaissons, ce qui peut naturellement compliquer le jeu. Il faut donc aller vite pour qu'il n'y ait pas d'autres groupes d'autodéfense, n'est-ce pas, Cheikh Amadou Diouara? Moi, je pense pas seulement qu'il n'y ait pas de groupes d'autodéfense. D'abord, je pense que le Mali avait reçu un très bon coup, toutes les parties prenantes au sortir de la signature de l'accord de paix le 18 juin 2013 à Ouaga. Et au lieu de le mettre en œuvre le plus tôt possible après l'élection présidentielle, je pense que ça avait été négligé ou même piétiné, je ne sais pas comment. Et je pense, on a vu à quoi ça nous a amené. Aujourd'hui, si cet accord traîne, bon, l'émergence des groupes d'autodéfense, je pense qu'il faut se dire la vérité. Les groupes d'autodéfense ont été créés par l'État. Les groupes d'autodéfense ont été créés par l'État. Monsieur Diouara, c'est le langage que vous... Évidemment, les groupes d'autodéfense, le premier groupe d'autodéfense au Mali, c'est le mouvement Gandako. Il a été créé dans les années 90 par l'État, par le système de l'État, encadré par l'État. Aujourd'hui, les groupes d'autodéfense sont créés par l'État, portés sur X ou Y et coachés par l'État pour jouer. Donc ça, je pense que les groupes dits d'autodéfense d'ailleurs. Donc moi je pense que même demain, si l'État veut en créer, il va en créer aussi demain dans le Djombogo ou dans le Wassolo, etc. et autres. Mais moi je pense que ce n'est pas ce qui est plus inquiétant. Mais si l'accord est mis en œuvre, vraiment, je crois que c'est la fin de tous ces risques. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est qu'en plein accord, pendant que les accords étaient en train de se faire à Ouaga, vous avez eu à Alger, vous avez eu, pendant le processus d'Alger, vous avez eu combien de groupes qui sont nés? Vous avez, on a commencé avec Gandakoy. De Gandakoy est sorti Gandaïzo. De Gandaïzo est sorti Ganda Alassalizo. Est sorti le FLN. Est sorti dans chaque groupe est sorti au moins 4 ou 5 autres groupes. Donc le problème c'est que des groupes ont été créés et après ils ne sont plus maîtrisables. Sinon, ces groupes ont toujours été créés par les systèmes d'État en place. Voilà, mais si la confiance se revenait, je crois qu'on va sortir de ce jeu interminable. Oui, mais le problème, c'est que la confiance, ça ne vient pas dans le jeu. La confiance, ça vient dans le dialogue franc et sincère. Ce n'est pas dans le jeu que la confiance vient. Alors, chacun donc a son opinion sur ces propos. Donc, s'achève le débat de ce mardi. Je crois que nous aurons l'occasion prochainement de revenir sur certains aspects qui ont été peut-être en fait oubliés, faute de temps. Alors, je rappelle quand même que le sujet du jour, c'était la situation sécuritaire du pays. Nous avons reçu dans ce studio 3 invités, Baba Dakono, qui est analyste, Chaka Tchèble Doumbia, qui est du Centre d'analyse politique et économique, Cheikh Amadou Diouara,
Djouara, il est journaliste et reporter de guerre. Alors, à la mise en onde, il y avait Petingo Diarra, pas Petingo Diarra, mais Salim Djouara. Salim Djouara, régie vidéo Gagné Kanté, réalisation Ousmane Djadje Touré, et l'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. Demain, nous nous retrouverons pour débattre de nos sujets avec d'autres invités. À demain donc. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Maundi. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.